Bonjour à tous, merci pour ceux qui nous rejoignent et merci pour ceux qui sont là depuis tout à l'heure. Alors, avec moi sur scène, Yannis Kianski, fondateur président d'allocap.com et qui va nous parler d'ubérisation et plus précisément de nous expliquer comment y résister. Yannis, je te laisse la parole. Très bien, merci, bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux cet après-midi. Alors, je vais d'abord faire un test de télécommande. Ouais, ça marche, bon. Formidable. Donc, je suis effectivement le fondateur d'Allocap, un acteur du VTC 1-2-1-2, voilà. Et ce que je vais tenter de vous expliquer, c'est finalement comment on va lutter sur ce marché face à un acteur qui est très gros, très puissant, qui s'appelle Uber, qui est valorisé des dizaines de milliards. Alors ça n'a pas marché. Clac, voilà. Tout d'abord, je vais vous parler de l'ubérisation. Qu'est-ce que c'est que l'ubérisation? Qu'est-ce qu'on met derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce concept d'ubérisation entendu à toutes les sauces? Problème de micro, 1, 2, 1, 2. Alors, je pense que tout le monde connaît les taxis, on les connaît. Ça, c'est les taxis en grève. On a connu ça à Paris quelques fois. Les VTC. Qui dans la salle a déjà pris un VTC? Bon, bien, client, super. Alors, un petit peu d'histoire sur ces deux métiers. Ouais, ça marche pas. 1, 2. Vous êtes celui-là. Des métiers qui se côtoient depuis des centaines d'années. Le taxi, c'est un transporteur de personnes d'utilité publique. Le VTC a un ancêtre. Est-ce que vous connaissez l'ancêtre du VTC? Est-ce que ça vous parle? La Grande Remise. Alors la Grande Remise, c'est à l'époque du Louvre. À cette époque-là, on voyage en carrosse, et selon l'importance de la personne qui est dans le carrosse, eh ben, il y a un grand carrosse avec une grande place qu'on appelle une grande remise, qui est très proche de l'entrée. Et pour les personnes moins importantes, on est plus loin de l'entrée, c'est la petite remise. Et donc quand on sort du carrosse, eh ben, on marche un peu plus longtemps dans la boue avant de rentrer au château. Voilà, c'est de là que ça vient. Donc ces deux métiers, ces deux transporteurs de personnes, les taxis et les VTC, sont concurrents sur le marché de la réservation préalable. Pourquoi je dis ça? Parce que le taxi, en fait, quand vous êtes taxi, c'est comme si vous achetiez un pas de porte dans la rue. C'est-à-dire que naturellement, des clients vont rentrer dans votre boutique. Alors que quand vous êtes VTC, eh ben, faut aller chercher les clients. C'est un peu comme si vous aviez un showroom. Il faut faire du marketing, des ventes, et puis essayer de trouver ses clients parce qu'on n'a pas de vitrine facialement dans la rue. Voilà, c'est un peu la différence si je veux schématiser. Alors, voilà le marché. Le marché fait 3,2 milliards d'euros en France. Ouais, c'est un sacré marché. Sur Paris, on dénombre 30 000 chauffeurs face à un New York et Londres qui en dénombrent 50 000 à 70 000. Donc si on fait des petits calculs, on se dit que très facilement, on a un potentiel de 30 000 chauffeurs. Et quand je dis ça, je suis gentil puisque notre cher député Thévenoud, vous vous souvenez de lui l'année dernière avec son rapport, dénombrait un nombre d'emplois de 67 000 nouveaux emplois sur le marché du VTC. Donc on a vraiment encore un très fort potentiel. Alors encore pour fixer un peu les éléments de contexte, je vais vous parler de G7, obligatoirement. Donc G7, c'est Rousselet Mitterrand à l'époque, c'est une entreprise qui est centenaire, qui détient juste 12 000 taxis sur 18 000 affiliés à Paris. C'est énorme, 2 tiers des taxis sont affiliés chez G7 ou Taxi Bleu, hein, qui est une émanation aussi du groupe G7. Voilà, donc ça c'est les éléments de contexte. Maintenant je vais vous expliquer en fait les causes de l'ubérisation. Et ces causes-là qu'on retrouve en France, ça a été exactement les mêmes dans tous les pays du monde. Donc la première cause de l'ubérisation, ça va être le manque d'offres par rapport à la demande. Alors pourquoi on a un manque d'offres vis-à-vis de cette demande? Tout simplement à cause du numerus clausus. Donc pour rappel, le numerus clausus, c'est le fait que les taxis sont réglementés, une tarification fixée par l'État, et puis un nombre également fixé par voie réglementaire. Donc quand la demande croît, ce qui a été le cas ces dernières années, l'offre est restée constante. Secondo, on a un rapport qualité-prix qui est assez médiocre. Je pense que tout le monde a sa petite anecdote avec le taxi qui écoute le foot, qui mange dans la voiture, qui téléphone. Enfin, voilà, ce sont des banalités aujourd'hui, mais il y a une époque, c'était très répandu. Donc pas un bon service. Et en 2008, on a l'arrivée de l'iPhone 3G. Et quand je dis iPhone 3G, j'entends surtout 3G. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, avant l'iPhone 3G, on avait le Edge avec le WAP. Je ne sais pas si quelqu'un essayait d'aller sur le WAP à l'époque, mais on n'en faisait pas grand-chose. Alors qu'avec l'arrivée de l'iPhone 3G, ça y est, on a une vraie connexion Internet sur son mobile, et puis on peut avoir des services qui communiquent vraiment et qui ont une certaine réactivité au niveau data. Et enfin,
Le dernier point qui n'est pas des moindres, c'est la création du VTC, à proprement parler. Donc de la grande remise, on passe au VTC, la voiture de transport avec chauffeur. Ce VTC qui va être un peu plus facile d'accès d'un point de vue métier, et ce qui va pouvoir créer un certain nombre d'entreprises avec des milliers de chauffeurs qui vont pouvoir justement répondre à cette demande qui était non satisfaite. Donc on a deux causes liées au marché, une à l'environnement technologique, puis une autre qui est simplement une déréglementation. Et puis là, il y a Uber. Uber est créé en 2009, et pour la petite histoire, Kalanick, son président, a l'idée d'Uber à Paris, quand il sort de boîte, et puis comme tous les Parisiens avant 2011 d'ailleurs, quand on essayait de rentrer chez nous, c'était juste impossible. Tous les taxis circulaient, étaient rouges, et puis à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on essayait toujours d'avoir un code G7 pour pouvoir prendre justement un taxi avec un abonnement privilégié. Uber arrive à Paris en 2011, et Uber ne fait que du départ immédiat. 100% des courses Uber, c'est du départ immédiat, c'est je dis maintenant tout de suite, je veux un chauffeur. Et aujourd'hui, Uber est valorisé la petite bagatelle de 62 milliards d'euros, ou de dollars, je ne sais plus, d'après les dernières estimations. Voilà. Donc, face à cette uberisation et effectivement ce géant américain, comment se différencier? C'est là en fait toute la mission qu'a Allocab en officiant sur ce marché. Donc pour se différencier, en fait, c'est assez simple. On est parti de deux tendances qui sont assez pérennes. La première, c'est que les entreprises cherchent à réduire le coût des frais de déplacement. Et plus encore, ils cherchent à réduire la contrainte liée au déplacement. Et secondo, les chauffeurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est accroître leur volume d'activité et puis gagner en productivité. Voilà. C'est là-dedans qu'on allait puiser tous nos points de différenciation. Et ça a donné ça. Donc on en a 7. Tout d'abord, on est capable de prendre une réservation à l'avance. Uber ne le fait pas. On peut réserver depuis un ordinateur. Alors ça doit vous sembler un peu fou ce que je vous dis, mais Uber non plus, on ne peut pas réserver depuis un ordinateur. Bon. Voilà. On a des tarifs qui sont forfaitaires, peu importe le trajet que vous allez faire. On a une application française, ça c'est important, en tout cas pour certains clients. On a une large gamme de véhicules, on peut vous envoyer des berlines, des vannes, des motos. On a une technologie qui est propriétaire. Alors là, ça va plutôt se distinguer, enfin d'une certaine manière, Uber est propriétaire de sa techno, mais quand Uber France veut adresser un marché particulier en France, il faut qu'il fasse des allers-retours avec San Francisco. Donc c'est loin d'être évident en fait. Et puis, d'un point de vue géographique, on est le premier réseau VTC en France. Et là maintenant, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces éléments différenciants pour attaquer le marché? Est-ce que vous avez une idée? Alors on va attaquer le marché B2B. Et oui, le marché B2B, parce que ça va résonner en fait dans la tête des acheteurs, dans la tête des financiers, dans la tête des secrétaires. Tout ce que je viens de vous dire, ça va résonner partout. Et je vais vous expliquer comment. En fait, on va pouvoir créer beaucoup de valeur ajoutée au niveau B2B. Déjà, la secrétaire ou l'assistante va pouvoir réserver pour une tierce personne. C'est très pratique. Et celui qui sera le passager de cette réservation va pouvoir suivre son trajet depuis, enfin son chauffeur arrivé depuis son application ou par SMS. De même, on va pouvoir assurer une continuité géographique du service. C'est-à-dire que si vous déposez à Orly, et venir vous rechercher à l'aéroport de Marignane à côté de Marseille, ou à la gare de Strasbourg, de Nantes, de Lille, partout. Donc là aussi, c'est pratique. Vous avez une seule interface pour réserver un cap dans toute la France. Et puis, ça fait sens de réserver aussi à l'avance. Je vous ai parlé de cette fameuse réservation à l'avance. Dans les voyageurs d'affaires, bookent un hôtel, un train, un avion et un cab. Et ils font ça au même moment. Ils ne font pas ça de façon déstructurée. Dans la tête des acheteurs, c'est formidable. Rendez-vous compte que le transport de personnes, c'est la seule prestation qu'un acheteur achète avec une fourchette de prix. Ah oui. Ils signent des contrats avec des fourchettes de prix en disant finalement, le prix in fine du transport en taxi va dépendre du temps et de la distance parcourue. Donc là, pour la première fois, on adresse des acheteurs en disant « Et non, ça sera un forfait. De tel endroit à tel endroit, ce sera toujours le même prix. » Et finalement, c'est aussi la ligne financière de l'entreprise qui va être contente, parce que c'est la première fois également qu'elle va avoir des reportings précis avec l'ensemble des coûts liés au transport. Et donc, quand on connaît très bien ces coûts réalisés, on est capable également de les projeter. Ça, pour les prévisions aussi, c'est intéressant. Ensuite, les entreprises vont pouvoir contrôler évidemment le transport a posteriori,
avec des reportings très précis, des tableaux croisés dynamiques et tout ce qu'on peut imaginer de joyeux sous Excel. Mais on va pouvoir faire aussi du contrôle a priori. Donc le contrôle a priori, c'est quoi? Par exemple, Sephora récemment, sur les Champs-Élysées, a décidé d'ouvrir jusqu'à 23 heures. Bon. Puis il lance un appel d'offres en disant bah, on veut raccompagner tous nos collaborateurs chez eux. Mais seulement, on veut être sûr que la course réalisée soit bien du Sephora chez eux et non pas du Sephora à la boîte de nuit du coin. Bon. Donc on leur dit bah, très bien, on va vous mettre en place une politique de transport où pour chaque collaborateur, vous allez indiquer tout simplement son lieu d'habitation et ainsi il pourra faire des courses qu'entre la boutique et chez lui. Donc ça, c'est une politique de transport. Après, on peut rajouter du temps, des heures et tout un tas de choses. Et puis, on s'est rendu compte que grâce à nos algorithmes, parce que notre métier, c'est de prévoir des courses, on optimise les trajets. Et ça, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les chauffeurs, effectivement, ils veulent gagner en productivité. Donc, gagner en productivité pour un chauffeur, c'est diminuer ses temps de trajet à vide. Plus le chauffeur a un client derrière, plus il est productif. Et donc, grâce à cette productivité gagnée, on a pu l'impacter sur le prix des clients, et finalement, nos clients remarquent des diminutions de coûts par rapport à des taxis de l'ordre de 10 à 15%. Alors voilà, donc du coup, Allocab en quelques chiffres. Donc c'est un réseau qui existe depuis 5 ans maintenant. On est fièrement 20 collaborateurs. Et avec ces fiers 20 collaborateurs, on arrive à gérer beaucoup de choses. On a 150 000 utilisateurs, 2000 entreprises clientes, dont certains grands comptes, et puis 2500 chauffeurs indépendants. Donc évidemment, on est nombreux. Et l'un des facteurs clés de succès pour gérer autant de volume, bah, c'était de mettre de la techno à tout moment dans l'entreprise. À chaque fois qu'on a une tâche qui se répète, on met du code à la place, on utilise l'outil informatique pour automatiser le maximum de choses. Alors ici, je vous donne une petite liste des clients avec lesquels on a signé. Il y a du PSA, du Lagardère. On a quelques intégrations via nos API, avec la SNCF par exemple. Est-ce que quelqu'un a déjà pris le service ID-Cab de la SNCF? Ça vous parle pas? Ok. Bon, alors ID-Cab, c'est simplement vous achetez un billet de train et puis là on vous dit bah, peut-être que vous avez besoin d'aller à la gare. Et dans 80% des cas, c'est le cab qui est derrière. Alors je disais dans la cour intro que j'ai faite de cette présentation qu'il fallait puiser ses forces dans la faiblesse de ses concurrents. Et je vais vous montrer effectivement des choses qui sont plutôt des forces pour Uber, chez qui on en a fait une force pour nous finalement. C'est une façon de braquer le phare. Si on parle du SEO, effectivement Uber a plutôt une attaque de notoriété sur sa marque. Il communique beaucoup sur sa marque et tout le monde connaît Uber. En revanche, le site web Uber est très mal référencé sur des requêtes du type VTC Paris, VTC Bordeaux, VTC Lyon ou chauffeur privé avec un nom de ville. Voilà. Là, on va les truster les premières places. Donc ça, c'est une force qu'on a fait chez Allocab. Au niveau du prix, récemment, Uber a baissé ses prix de 20%. Alors c'est super pour les clients. Par contre, il y en a qui ont un peu gueulé, c'est les chauffeurs. Ouais. Donc là, pareil, finalement, on allait voir les chauffeurs en disant, mais regardez, nous, on maintient nos prix hauts pour respecter la valeur de votre travail, qui est la valeur finale de la chaîne, finalement, de sous-traitance. Et donc, grâce à ça, on a multiplié par 3 pendant une certaine période le recrutement des chauffeurs. Et comme on est sur un marché d'offres et non pas sur un marché de demande, c'est assez fondamental pour nous de recruter le plus rapidement possible des chauffeurs. En rythme de croisière, on recrute environ 80 chauffeurs par semaine. Donc voilà, c'est vraiment un élément clé du business. Et ensuite, sur la réservation immédiate, là c'est pareil, Uber est extrêmement fort. On en a fait non seulement un argument client de dire on peut réserver à l'avance sur le marché B2B du voyageur d'affaires, mais également un argument pour les chauffeurs où on leur a dit bah, au lieu de vous lever le matin et de ne pas savoir ce que vous allez faire comme chiffre d'affaires dans la journée, on va vous faire un planning de courses avec des courses qui sont enchaînées et puis comme ça vous savez exactement quand est-ce que vous travaillez, quand est-ce que vous prenez votre pause, etc., etc. Alors voilà, la mission. Maintenant qu'on sait comment on attaque le marché, quel angle on prend, il faut avoir un pitch à raconter. Et ça, quand on est entrepreneur, on dit toujours, mais oui, il faut avoir une mission, une cause à but. Et puis c'est cette mission-là qui va se transformer dans les équipes sur le pourquoi on se lève le matin, en gros. Alors, je vais vous raconter pourquoi on se lève le matin chez Allocab. Alors avant, je vais faire un peu de théorie. Donc ce que je vous raconte là, ça vient de Simon Sinek, qui est un pitcher, un speaker assez fou, que je vous invite à regarder sur TED. J'imagine que vous connaissez tous les conférences TED. Regardez celle de Simon Sinek, elle est vraiment super. Donc qu'est-ce que nous raconte Simon Sinek? Il nous dit qu'en fait, le pitch est une histoire de communication. Il nous dit qu'en général, les gens, quand ils racontent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils font. Ça, il n'y a pas de problème. 100% des gens vont savoir ce qu'ils font.
Un peu moins vont savoir comment ils le font, quelle est la proposition de valeur, le brevet. Et puis en général, la communication s'arrête ici. Donc quand on a une entreprise, ça donne à peu près ça. Imaginons que je suis une entreprise d'informatique. Ça donne, voilà, je fais des ordinateurs qui sont formidables. Ils sont beaux, design, faciles à utiliser, hyper performants. Bon, est-ce que vous pouvez en acheter un? Ça vous inspire? Ouais. Avec un cabinet d'avocats, ça donnerait un super cabinet d'avocats. On a tous les plus grands avocats du monde. Ils ont tous des années d'expérience. On a les plus beaux clients. On a résolu les plus belles affaires. Vous signez? Bon. Ça s'arrête là. Et en fait, tout le jeu de la communication, et notamment du pitch, c'est de complètement inverser ces choses-là et de commencer par le pourquoi. Donc c'est ça, c'est cette mission. Et très très peu des gens finalement savent pourquoi ils font les choses. C'est cette cause, c'est ce qui nous anime en fait, et ce qui nous anime en nous levant le matin. Et ça en fait, je vais vous raconter un peu à la Apple. Apple, c'est une entreprise d'informatique qui a les mêmes opportunités pour engager vis-à-vis d'un IBM ou d'un Dell, hein, des ingénieurs, les meilleurs ingénieurs du monde. On a l'opportunité de travailler avec les meilleurs consultants, les meilleures agences de presse, les meilleurs marketeurs. Et toutes ces entreprises d'informatique ont les mêmes outils à disposition. Pourtant, Apple est la plus innovante. La question, c'est comment fait-elle? Alors voilà, ça c'est le pitch d'Apple. Apple va communiquer de cette manière-là, en disant, chez nous, nous croyons en la remise en cause du statu quo. Nous croyons en une manière différente de penser. Et alors, on va fabriquer des produits qui vont être magnifiques, design, qui vont être faciles à utiliser, conviviales, ergonomiques. En fait, on fabrique des ordinateurs. Est-ce que vous voulez en acheter un? Et là, ça change les choses quand même. On a une vision. Bon. Ça, je vous ai convaincu? Il y en a qui font oui, c'est bon signe. Alors voilà comment on est allé aborder le marché chez Allocap, ce marché B2B. Ce qu'on a dit, c'est que finalement, le transport de personnes doit participer à la performance de l'entreprise. Le transport de personnes doit devenir un outil, et non plus une contrainte. Un outil dédié à la performance de l'entreprise. Alors comment ça va se manifester? Déjà, il va y avoir une qualité de service irréprochable. Dans l'habitacle, vous allez être bien reçu, et ça sera votre espace à vous. Vous pourrez vous reposer entre deux réunions, préparer un meeting, passer un coup de fil, travailler. En amont du transport, il va y avoir une facilité de réservation complètement déconcertante, puisque certaines fois, on va même s'intégrer complètement dans les systèmes de l'entreprise. Donc il ne suffira plus que d'un clic pour réserver. Et en aval, ça va être formidable, parce qu'on va pouvoir simplifier la gestion de la note de frais, l'intégrer directement dans les systèmes d'information, fini administratif, fini la petite note qu'on avait perdue du taxi. C'est ça qu'on fait chez Allocap, on vous simplifie la vie, du début à la fin. Allocap Business, la solution professionnelle de transport pour les entreprises. Je vous ouvre un compte? Voilà, merci à vous, merci pour votre attention. Il y a des questions. Le flux d'Uber d'affaires. Ouais. Alors en fait, on a un volume d'affaires qui est à 50% B2C, 50% B2B. On ne fait pas d'effort particulier pour le B2C, vraiment, à part le SEO et des choses extrêmement simples, pour la simple raison que si je mets des budgets là-dessus, je sais qu'il y a Bébert qui peut dégainer des milliards en disant je vais baisser les prix mais garder le même niveau de revenus pour les chauffeurs et puis, enfin, ou faire du couponing à tout va. Donc je ne vais pas me battre là-dessus. Par contre, ce que je fais, c'est que je vais aller me battre sur les clients. Et là, je vais être très innovant, je vais avoir des approches où je vais leur dire mais là, je sais le combler, ça va être la techno qui va le faire et je vais le développer pour vous. Et quand je fais ça, en fait, je lève tout simplement des barrières à l'entrée à mes concurrents. Et donc après, c'est du récurrent. Voilà. Et in fine, ce qu'on remarque, c'est que quand on signe une entreprise, les utilisateurs deviennent après clients à titre perso. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors attendez. Cette approche, ce positionnement, vous l'avez eu dès le départ? Ou du coup, c'est en voyant justement Uber arriver en France avec ses gros sabots et en prenant un petit peu tous les clients, vous vous avez dit, tiens, ben, il va peut-être falloir que je pense à autre chose et que je m'oriente justement plus vers le B2B?
Alors, on l'a eu exactement dès le départ. Pour la petite histoire, Allocap, c'est un projet que j'ai présenté en fin d'études en 2009. Et puis à l'époque, j'ai un prêt étudiant. Je me dis, je vais pas y aller maintenant, c'est un peu risqué. Et entre 2009 et 2011, il y a Uber qui se développe. À l'époque, il s'appelle UberCab. Et là, j'appelle un ami, je lui dis, mais regarde, c'est en train de prendre aux États-Unis, il faut qu'on y aille. Et donc là, on se dit, bon, d'accord, mais on les voit arriver dans le rétro. L'année où on crée la boîte, Uber arrive sur le marché parisien. Et on s'est tout de suite dit, bon, ok, il va falloir se différencier parce qu'ils sont déjà très puissants et ils vont nous embêter si on est frontal euh, comme eux, enfin sur leur marché. Donc oui, on s'est différencié exactement dès le début. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quand vous allez chez Uber, le chauffeur aujourd'hui, où il est indépendant avec de l'ambition, il a déjà 4 ou 5 voitures et 4 copains qui conduisent, où il a déjà une société et 40 voitures. Et d'autre part, il ne travaille pas que pour Uber. Est-ce que vous arrivez à vous fidéliser vos chauffeurs ou c'est pareil, les chauffeurs picorent chez tout le monde pour augmenter leur business? Alors les chauffeurs picorent chez tout le monde. Et en fait, c'est plutôt simple parce que sinon, on pourrait très vite requalifier le contrat commercial qui nous lie en contrat de salarié. Ouais, voilà. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une dépendance qui est de l'ordre de 30 à 40% avec les chauffeurs, de façon à éviter ce lien trop fort dans leur chiffre d'affaires. Merci à vous pour votre attention. Bon après-midi.